grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil, mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi? Pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça, j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de fin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard mort-sous. Sauf que maintenant j'ai plus de 19 ans et je crois bien que les gens... Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on fait avec ce podcast, non? Oula, oui, il y a quand même l'homme pâle qui a un autre niveau, non? Non. Ça c'est Léo, bienvenue. De toute façon, les gens n'ont pas les chiffres, ils pourront jamais Ça va vérifier. Manuel? Ça va très bien, et vous? Pourquoi? On s'est posé la question de... Ouais. Ne me répondez pas, surtout bande d'enculés. Moi j'ai répondu. Toi, t'as répondu, J'ai ouais. répondu, ça va Bonjour très bien. Manuel, ça va très bien, merci. Allez, Bonjour Manuel, ça va bien, merci. à Vous pouvez demain. nous libérer maintenant, s'il vous plaît, parce que ce qu'on dit pas, c'est que c'est Manuel qui nous force à faire ce podcast toute la semaine. En Ça fait, y est, c'est tout. les gens le découvrent enfin. Non, on s'est posé la question de pourquoi on fait tout ça. On sait nous-mêmes. Pourquoi Take Out? Pourquoi ce podcast? Moi, je suis pas responsable du nom. Oh, il est très bien finalement le nom. Oui, mais c'est vrai que moi, depuis que je suis là, je me demande quand est-ce qu'on parle de tech. Mais bon, à part ça, le nom est cool. Ça en fait partie, on tourne autour du sujet, mais ça répond pas à la question de pourquoi est-ce que une fois par semaine, on se donne rendez-vous tous les trois pour créer quelque chose qui n'a aucun rapport avec le business, il faut le dire. Il n'y a pas du tout de business autour de ce podcast, c'est juste un moment entre gens qui s'apprécient. Alors maintenant, des gens veulent Tous. sponsoriser ce podcast. Mais ça, on décline toute forme de responsabilité. Mais Mais à la base, oui, c'est sûr que c'est pas le truc le plus lucratif. Mais pour autant, on fait. continue, c'est comme une mini-drogue, c'est comme un truc qui nous permet de nous obliger à nous retrouver toutes les semaines en fait. Ouais, moi je ressens pas trop les effets de la drogue. Bah, si, parce que tu le sais peut-être pas Léo, mais la descente, surtout. tu sécrètes un petit peu de dopamine comme au sport parce que tu as une routine positive. Et Alors. aujourd'hui, tu as peu de routine positive dans ta semaine, toi Léo. Alors pour le coup, moi j'aime bien parce que j'ai l'impression que ce podcast m'élève en tant qu'humain, parce que ça nous force à échanger sur des sujets dont on discuterait pas habituellement dans notre vie de tous les jours, et pourtant on se voit un peu tous les trois, mais c'est vrai que je sais pas, ça nous force à trouver des sujets. Alors en général on met beaucoup de temps à les chercher, mais finalement on parle d'un truc intéressant, et en plus derrière on a les retours des gens. Alors intéressant, j'en sais rien, les gens parfois Si, c'est réagissent avec le hashtag takeout, mais tu sais qu'au tout début, et je vous partage quand même parce que on n'a pas tous le même planning. Bon, Léo est un petit peu light niveau planning, et je parle pas de ses lumières en studio. Moi, ça dépend des semaines. C'est une vanne de Técos. Vous comprenez pourquoi évidemment. je lui fais croire que je suis light en planning, c'est parce que je veux surtout pas le voir en fait. Par contre, la première fois qu'on a commencé à discuter du podcast avec Manuel, t'étais pas encore là toi au début Léo. Toi t'as rejoint au fur et à mesure en cours de route. Moi je suis Et- venu quand c'était rentable. Et j'avais posé la question à Manuel, je lui ai dit mais attends, je comprends pas bien, t'as un emploi du temps qui est pire que celui d'un ministre. Comment est-ce que tu fais à prendre 1 heure de ton temps, Plus que ça même. plus que ça même, pour enregistrer un podcast? Et je pense que c'est intéressant aussi pour les gens de comprendre l'ordre des priorités et pourquoi parfois prioriser quelque chose qui peut-être, oui, n'apporte pas de business, oui, n'apporte pas quelque chose de fondamental, mais qui peut-être permet d'autres choses sur le long terme. Je crois que c'est principalement pour boire du whisky, hein. Ça a été l'argument qui t'a convaincu, non? Alors écoute, j'avais pas besoin du podcast pour ça, objectivement. Je suis un amateur de whisky et je convertis des gens dont vous faites partie. Mais après, c'est la question de la vision court, moyen et long terme. Ce qui est intéressant dans l'exercice du podcast, c'est de s'installer dans une relation un peu longue avec les gens. Les formats sont plus longs qu'en vidéo ou même à l'écrit. Et puis, on sait que c'est un format qui se consomme à un moment où souvent tu fais autre chose. Quand on lit les feedbacks des gens qui nous envoient des questions en audio ou par message, on se rend compte qu'ils nous disent souvent c'est ma routine du lundi matin quand je vais en cours, c'est ma routine quand je suis en déplacement dans ma voiture, etc. Je trouve assez flatteur d'être digne de leur apporter une forme de compagnie instructive en fait. Donc j'aime bien cette idée. Et puis pour revenir à la question de quelle est l'utilité de tout cela, ben heureusement qu'on fait pas que des choses par utilité. On fait aussi des choses parce que c'est vertueux pour nous. D'abord, ça nous oblige à se concentrer sur un sujet, se voir, trouver ce sujet, etc. Enfin, on se voit quand même toute la semaine, mais le podcast,
c'est un moment un peu culte. Bah, c'est le seul moment qui est obligatoire en fait. Voilà. D'habitude, on se voit parce qu'on s'apprécie. Là, on se voit parce qu'on est obligé. C'est une forme d'obligation, mais ce qui est intéressant, je pense, pour les gens, c'est du coup de comprendre comment est-ce que, en remplaçant le mot podcast, ça peut être intéressant pour eux d'avoir une routine avec des personnes stratégiques qu'ils apprécient autour d'eux chaque semaine. Alors, j'ai une première réponse pour ça. Après, je te laisse argumenter, Manuel. C'est que le fait qu'on se soit obligé à le faire une fois par semaine, bah, y a des moments où effectivement, c'est pas qu'on n'a pas envie, mais c'est qu'on n'a pas de sujet. On n'est pas particulièrement inspiré, on sait pas de quoi on va parler. D'ailleurs, c'est comme ça la plupart du temps. Et en fait, bah, on réfléchit 20 à 30 minutes et on est tellement obligé de le faire, et parce qu'on a installé tout le matos, et parce on s'est tous les trois réunis au même endroit dans la semaine, que bah, à chaque fois, on trouve un sujet. C'est arrivé une seule fois, on s'est dit, bon là, on n'est vraiment pas inspiré, mais sinon, chaque fois, alors qu'on part de loin, qu'on n'a vraiment aucune inspiration, on finit non seulement par trouver un sujet, mais en plus par tourner quelque chose autour de ce sujet. Ce truc-là, c'est un truc que je ferai jamais sur ma chaîne YouTube. J'aurais pas imaginé ça possible. Je sais pas si vous vous souvenez, quand je suis arrivé dans le podcast, je pensais que j'allais préparer au minimum chaque émission, etc. Au final, j'ai pas le temps de le faire. Et les podcasts sont très bien d'après les retours des gens. Si tu prends pas le temps, mais j'ai pas le temps de le faire. Oui, et puis je trouve que c'est bien aussi de raisonner par la contrainte. Tu sais que le podcast, c'est le mardi, on enregistre le mardi, et il faut trouver un sujet. Souvent, le sujet, on va dire, la réalité, c'est qu'on le trouve une demi-heure avant de commencer à enregistrer. On n'en parle d'ailleurs pas trop entre nous parce qu'on veut garder une forme de spontanéité dans les échanges. Et on est obligé de tourner. Donc, le fait de produire dans la contrainte, c'est aussi un autre exercice intéressant. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le long terme, je trouve que c'est intéressant de partager avec les autres ces points de vue parce qu'on se nourrit aussi de leur feedback, de ce qu'ils nous disent, de comment ils réagissent à un certain nombre de nos avis. Et ça oblige aussi à formaliser des choses dans sa tête quand on veut s'exprimer vis-à-vis des autres. Ça oblige à hiérarchiser les messages, hiérarchiser l'essentiel de ce que tu as envie de dire et le rendre intelligible. Et ça fait du bien à soi aussi. Donc à la fin, tout le monde y gagne. Ce qui est dingue, c'est que je pense que parce que Manuel n'est pas à plein temps youtubeur, créateur, et les mêmes c'est pas ta profession, non. Et autant touché par les retours des gens. Parce que, et ça va être vraiment connard, et je m'en fous, mais on est là pour partager le feedback réel. Je pense, je veux pas partager à ta place, Léo, mais moi en tout cas, même si c'est cool de voir que des gens nous écoutent, si vous étiez pas là et qu'il y avait que les gens derrière, j'aurais pas du tout cette motivation-là où je n'ai jamais je suis revenu là dans la pièce de podcast dans ton bureau, Manuel, en disant « Oh, vous avez vu, on a dit ça sur le podcast. » Parce qu'en fait, foncièrement, ce qui me plaît, c'est de faire ça avec vous. Mais les avis des autres, me touchent pas vraiment, mais parce que, et je sais que c'est connard de dire ça parce que t'as des gens qui indirectement font vivre ton contenu, tu vois, participent, tweetent, etc. et investissent du temps pour te donner des feedbacks. Mais vu que nous, on le voit tous les jours en commentaire YouTube, c'est ce qui est... Je me demande pourquoi on met une carte SD. Hein. Alors, je suis pas d'accord. Je pense pas que ce soit une question de satiété de retour des gens. Je pense que c'est simplement qu'en tant que youtubeur, on s'en est protégé. Et pour s'en protéger, il faut s'en détacher absolument. Mais Manuel est vachement dans la transmission. Manuel, ce qu'il adore, c'est le côté de se dire... je pense encore une fois, mais parce qu'au fur et à mesure, on apprend à se connaître, mais Manuel est beaucoup plus dans la transmission et à se dire, si demain je suis plus là, j'ai vraiment transmis quelque chose de non fongible, plutôt que de transmettre... Tu pars où demain ? Nulle part. Demain, je suis là. Pardon, reprends Romain. Non, c'est ça, non ? Je sais pas. Ça te touche vachement. Le sujet de la transmission, c'est quelque chose qui... Tu préfères demain léguer un savoir que tu as accumulé pendant 15 ans plutôt que de léguer 100 000 balles quand tu meurs, quoi. C'est pas du tout... Tu vois, c'est vrai, non ? Ça me semble évident pour Manuel, mais tu peux pas l'opposer à nous qui créons du contenu sur Internet. On fait ça aussi toute notre vie. La synthèse, c'est que si je te lègue 100 000 balles, c'est que je t'aime pas déjà. Voilà, exactement. Mais bon, bref... non, je trouve intéressant d'essayer de formaliser ce que tu as vécu, de faire en sorte que ça profite à d'autres, de mettre aussi des mots sur des trucs que tu as fait, d'y repenser, de t'obliger à le théoriser.
Et ça, c'est hyper vertueux, mais encore une fois, c'est hyper vertueux pour soi comme pour les autres. C'est exactement comme une thérapie. Tu peux pas le faire tout seul. Tu peux te mettre tout seul dans une pièce et discuter tout seul, ça fait pas la même chose que quand tu sais que tu vas avoir une discussion à 3, il va y avoir des avis divergents, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui réagissent, il y a des gens qui envoient des messages, et moi pour le coup je suis assez sensible aux gens qui réagissent, parce que on fait pas que ça pour discuter entre nous, enfin on n'a pas besoin de micro et de casque pour discuter entre nous, on le fait toute la semaine. Toi Léo, t'avais une routine positive quand tu t'étais attelé à faire des séances de sport toutes les semaines. C'est marrant, j'allais en parler. Et tu n'aurais jamais pu le faire tout seul. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu lis dans mes pensées, c'est incroyable. Quand j'étais à Barcelone, il fut un temps, pendant à peu près 1 an et demi, où j'allais à la salle tous les matins. Et j'y allais pas parce que j'étais motivé, j'y allais parce que on s'était promis avec T'avais rendez-vous. On s'était promis avec mon pote que tous les matins, à 9h, on était à la salle et on faisait 40 minutes de sport minimum. Et la plupart du temps, j'avais vraiment aucune motivation le matin. Mais comme j'avais dit à mon pote que j'y allais, tu peux pas le laisser tout seul. Je me disais, bon bah, je peux pas lui annuler là à 8h du matin, lui dire bah désolé, je viens pas, alors qu'il s'est levé, peut-être il s'est préparé, c'est notre rendez-vous. Et ce qui est marrant, c'est que lui, de son côté, se disait la même chose. Bah oui, c'est le business model des coachs d'ailleurs. Ça nous faisait chier tous les deux. Mais comme on s'était promis d'y aller, eh ben, il y avait une espèce de responsabilité qui s'instaurait. Et c'est la même qu'on se donne tous les 3 chaque semaine. C'est la responsabilité sociale, en fait. Ouais, la collaboration est hyper importante. T'as pas envie de lâcher l'autre. Ouais. Mais je constate, je venais de voir à Barcelone de temps en temps, que le sport n'était pas la principale préoccupation de la séance, parce qu'on n'en voyait pas du tout les bienfaits. Alors, c'est à moitié vrai. On en voyait les bienfaits sur la force, mais pas sur le muscle, parce qu'il n'y avait que la salle et pas l'alimentation. Voilà, on va dire ça comme ça. Et toi, Manuel, même au sein des équipes Imakina, je le vois, il y a cette contrainte indirecte sociale qui fait que les équipes se poussent et se tirent toujours vers le haut. T'as jamais une personne qui est en charge d'une seule chose et qui va rester toute seule dans son coin. Souvent, t'as des équipes qui font qu'elles doivent avancer à 2 sur 2 sujets différents, mais pour ne former qu'un seul objectif à la fin. Est-ce que finalement, cette contrainte positive aide aussi dans le business, et est-ce qu'on peut du coup se projeter là-dessus en se disant que dépendant de qui tu associes, à quel projet et quels sont les objectifs communs, bah ça va avancer beaucoup plus vite? Moi, je crois beaucoup au travail en équipe dans notre métier, dans la communication, le marketing digital, etc. Il n'y a pas c'est vraiment très rare de croiser des gens qui ont toutes les données pour pouvoir résoudre un problème. Il faut assembler des compétences différentes, des compétences technologiques, créatives, de design, de planning stratégique, de sémiologie, etc. Donc, il était obligé d'assembler des équipes. Et je crois beaucoup au modèle des équipes qui gagnent ensemble ou perdent ensemble, en fait. Et pas du tout au modèle individuel, qui est plutôt le modèle des publicitaires, avec un directeur créatif tout puissant, où celui qui a les meilleures idées, c'est lui, il a le droit de vie et de mort sur les idées, etc., qui est le modèle de la communication publicitaire. Nous, dans la création digitale, on est beaucoup plus dans le travail en équipe. Et ce qui déstabilise les gens chez Imakina, c'est que en fait, il y a très peu, il y a à la fois beaucoup de règles et en même temps très peu. Beaucoup de règles comportementales ou de process qui permettent d'être meilleur, parce que du coup, tu as la méthodologie Imakina quand tu viens travailler ici, tu l'apprends, et déjà tu l'apprends pendant un certain nombre d'années avant de pouvoir être autonome. Donc, tu as un mec qui a fait ton métier avant toi, qui est dans la boîte depuis longtemps et qui t'apprend comment on fait ce métier chez Imakina. On se fout de savoir comment tu l'as fait ailleurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que tu le fais comme nous, on le pratique. Alors, j'ai pas beaucoup d'exemples footballistiques, mais je pense qu'il y a des équipes comme ça qui sont très marquées dans leur schéma de jeu. Et tu parlais de Barcelone tout à l'heure. Ben, c'est un exemple. Ils ont une façon de jouer avec la touche de balle, etc. L'Espagne en général, qui leur est propre. Ils marquent pas de but, mais ils font des passes, oui. Voilà, je savais que Léo, il y a des boutons sur lesquels tu appuies, tu connais les réactions à l'avance, en fait. Et donc, voilà, nous, on est animés par ça. Et en même temps, ce qui déstabilise les gens beaucoup, c'est de savoir qu'à partir du moment où tu connais la méthode, tu l'as apprise, etc., on te fait confiance. Donc, en fait, c'est hyper freaky pour les gens, en fait. Ça leur fait peur parce que
On n'est pas là derrière leur cul. Enfin, on les traite comme des adultes, quoi. Tu fais ton truc. Et en fait, la régulation, elle va venir de l'équipe elle-même. Elle va pas venir de ton boss qui va venir t'engueuler. Elle va venir de tes coéquipiers qui disent attends, là, t'es en retard. Là, le schéma de jeu est en retard, ça va pas, en fait. Et du coup, est-ce que parfois, vous préférez avoir une personne qui sache faire plusieurs compétences correctement, et à ce moment-là, vous pouvez préférer, finalement, chercher 2 personnes qui font les mêmes compétences que pourrait le faire une personne toute seule, mais juste pour pouvoir multiplier les actions à 2 différents endroits et créer une team, ou pas? C'est quasi impossible dans nos métiers. Ok. On était audité il n'y a pas très très longtemps par un cabinet expert de nos métiers qui a référencé chez nous plus de 84 métiers différents. Et c'est très difficile d'avoir des gens qui ont des combinaisons de métiers dans la même personne. Que tu sois sensible au métier d'à côté et que tu en comprennes les inputs dont il a besoin pour prendre le relais, continuer ton travail, etc. Très bien, mais que tu puisses avoir des expertises très différentes réunies dans la même personne, c'est compliqué. J'ai encore jamais rencontré, mais peut-être que c'est parce que j'ai pas eu de chance, un extraordinaire développeur qui est aussi un extraordinaire créatif. Ouais, ça c'est chaud, tu vas chercher des opposés. Et j'ai besoin des deux. Ouais. Toi, Léo, le fait que prochainement, et ça peut être une exclue dans ce podcast, tu aies bientôt ton propre studio, donc tu sortes de chez toi, tu vas avoir une contrainte positive, parce que te réveiller, te bouger le cul, à te préparer et autres, justement, tu la voulais parce que c'était positif, comme pour ce podcast, en fait, tu voulais créer ce moment comme on le fait là une fois par semaine. Quitte à faire une annonce, faisons-la. Léo, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui va se passer? Je vais changer de sexe très prochainement. Ça. Voilà, l'opération est prévue pour le 15 novembre. Non, c'est faux, c'est pas ça. Enfin, si, c'est vrai, mais c'est pas ça l'annonce. Non, c'est pas ça l'annonce. Pourquoi c'est à moi de faire cette annonce? C'est à Manuel de faire cette annonce. Bah non, ça te regarde. Ça nous regarde tous. Ça nous regarde tous, mais ça regarde plus Manuel, c'est à toi de faire ça regarde le crew, Imakina Influx. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie, Léo? Allez-y, président. Léo a décidé Pourquoi C'est génial. pour la première fois de sa vie, de travailler ailleurs que chez lui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, j'ai décidé, parce qu'on m'offre l'opportunité d'avoir un studio entouré de gens qui non seulement sont aussi créatifs, sont aussi dans l'entrepreneuriat, mais qui en plus sont plutôt sympathiques. Donc, difficile de refuser une telle opportunité. Et j'avoue que c'est pas tellement le confinement, mais ça fait plus d'1 an que j'ai complètement revu mon schéma de pensée qui consistait à dire je suis trop bien chez moi pour créer, pour travailler, etc. Je veux jamais sortir de chez moi, je suis confiné depuis 24 ans et ça me va très bien. Je l'ai complètement revu à l'inverse en fait. C'est-à-dire que je suis bien chez moi quand je travaille pas pour passer du bon temps, etc. Mais dès qu'il faut travailler, j'avoue que j'ai fini par me rendre compte que j'étais peut-être pas le plus productif et qu'avoir justement cette routine dont on parlait, positive, dans laquelle le matin tu te lèves, tu vas marcher 10 minutes pour aller au bureau et puis là tu t'installes et t'es dans un environnement de créativité, de travail, ça me manque énormément dans ma vie, donc je suis très content de pouvoir bientôt goûter à ça et j'ai hâte. Et alors pour être clair pour tout le monde, donc Imakina va avoir son immeuble de bureau dans Paris, Imakina Influx aura un étage de cet immeuble dans lequel Romain a à la fois un bureau et un studio. Léo a un studio. Et on va quand même dire qu'on s'est construit un studio spécifique pour take-out. De ouf. Et il va être incroyable. Qui va être fou. Ce qui est surtout monstrueux, c'est pour les créateurs, donc Imakina Influx, qui représentent à titre d'agent comme un joueur de foot aujourd'hui pour être représentés les créateurs indépendants sur YouTube, Instagram que vous connaissez. Il y en a certains qui sont chez Imakina Influx. Ce qui est génial, c'est qu'on aura vraiment une maison de création, quoi. Un endroit pour se retrouver et pour que tous ces locaux-là ne soient pas des locaux qui soient uniquement destinés à telle ou telle personne. Le but, c'est justement de bénéficier de l'ensemble des locaux pour qu'on puisse proposer du contenu mutualisé avec plus de créateurs et plus d'espace pour créer ensemble. C'est bien qu'on fasse cette annonce dans ce podcast parce que on travaille beaucoup ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble, mais pour les gens,
c'est vraiment le point qui nous réunit. Mm. C'est le seul truc qui nous réunit tous les trois dans notre travail. Publiquement, en tout cas. Publiquement, oui, c'est ce que je disais pour le public. Et actuellement, c'est le truc qui nous réunit toutes les semaines. Mais bientôt, on sera réunis tous les jours. On attend de voir, Léo. Ce sera peut-être trop. Léo, j'ai l'impression qu'on lui a offert un ticket pour une colonie de vacances quotidienne. Non, par contre, moi, j'ai un bureau. Ça signifie pas que je dois vous voir. Je vais rester dans mon bureau. La porte fermée. Oui, la porte sera fermée en permanence. Léo, t'as dit un truc vachement intéressant. T'as dit pendant le confinement, je pensais que j'allais, au début en tout cas avant le confinement, je pensais que j'allais être super bien chez moi et autres. Et on s'est rendu compte tous les trois que ce podcast devait se vivre physiquement. Ouais. Et ça, c'est incroyable parce que quand on voit la platine qu'on a devant nous avec la fonctionnalité Bluetooth et autres, finalement, je l'aurais gardé chez moi. Je l'aurais connecté en Bluetooth au téléphone. Je vous aurais appelé en FaceTime, même en vidéo, si on avait envie de partager ça. Et on aurait pu faire des podcasts à distance. Mais d'ailleurs, quand l'un d'entre nous n'est pas là, on préfère en tourner 2 d'avance. Ouais. Plutôt que d'en faire un avec un en duplex. C'est vraiment important pour nous de partager ce moment et de le vivre comme une discussion. Mais parce que les gens le ressentent comme une discussion parce que c'en est une. Et parce qu'on est là, on s'assoit dans le bureau de Manuel et puis on boit du jus de pomme. Bientôt, et c'est ça une sera le vraie studio conversation. Take-Out. Bientôt, ça sera le studio take-out, le studio de jus de pomme même. Ouais. Il y a des belles références déjà qui vont arriver en jus de pomme. Ouais. la saison 2022. Voilà. Il y a du gros stock de jus de pomme qui arrive. Et on mettra quelques photos sur les réseaux sociaux pour vous montrer tout ça. Mais c'est marrant de discuter de ça avec nos auditeurs de Takeout, en fait. Ouais. Cet épisode, c'est On appelle ça finalement des abonnés manuels en 2021. des gens qui écoutent. En français, ça Non, s'appelle ce sont des des auditeurs. auditeurs. Ça y est, il s'est énervé parce que j'ai fait une réflexion. Ce sont des auditeurs et les auditeurs ne sont pas forcément abonnés. Ouais. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Jazz Radio. Et non, moi je trouve que cette communauté, moi je suis attaché à cette communauté. Alors on doit quand même raconter qu'au début, Romain ne voulait pas faire de podcast. C'est vrai. Ah ouais? Parce qu'il disait, c'est un format mort, il n'y a pas d'interactivité, c'est nul, c'est pour les vieux. Enfin, j'ai tout entendu. Bah, en fait, mais je suis toujours persuadé d'une chose aujourd'hui. Si là, on met une caméra, qu'on se filme et qu'on publie ça sur une chaîne YouTube, ça fait plus d'audience que Ah ben, on a vu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'adore l'idée que les gens nous consomment en podcast parce que je pense que tu ne consommes pas le contenu de la même façon. C'est beaucoup plus intimiste. J'adore l'idée que justement il n'y ait pas d'image, que justement les gens soient pas obligés de te voir en quel but. Oui, parce qu'il ça, on leur il a fait jamais chaud en dit. même temps, il n'y a plus de clim. On leur a jamais dit, oui, mais de là de gratter les couilles, c'est chiant. Donc, Léo, du coup, de ton piercing au téton, les gens l'ont déjà vu. Bah, ça va avec ma transformation de sexe. il va par étapes. et donc, j'adore cette idée-là. C'est ce que j'aime dans le format des podcasts. Mais vous en consommez des Ouais. podcasts? Moi, énormément. Ouais. Ah ouais? Ouais. Moi, pas énormément, mais j'en écoute souvent. Ouais. Moi, c'est quand je fais plus d'1h30 de route, je commence à me dire, ah tiens, si j'allais me faire une petite bibliothèque de podcasts. Mais avant ça, jamais chez moi, je vais me mettre des podcasts. C'est ouf. Je suis tout le temps avec de la musique, par contre. J'écoute de la musique tout le temps, que ce soit dans mes écouteurs, casques ou sur les enceintes connectées. La fonctionnalité pour enclencher une musique dans une pièce n'existe pas. Moi, c'est toutes les enceintes. C'est la seule fonctionnalité qu'il y a. Mais ça, justement, je trouve que ça rend pas hommage à la musique. Parce que ça veut dire que tu ne l'écoutes pas, tu la consommes. Tu l'entends, c'est un bruit de fond, en fait. Moi, à chaque fois que je fais les ménages, souvent quand je prends ma douche, j'écoute pas mal de podcasts. C'est des moments qui sont complètement différents. tu fais le ménage. Je fais le ménage. Ouais. Un mythe s'écroule. Léo fait le ménage. Il m'arrive de faire le ménage parce que j'ai un très bon aspirateur. Bah, Si tu vous- demandes à Siri de lancer ton Ça va. aspirateur. C'est ça qui se passe. Non, ça n'existe pas, Romain. Ah bon? Tu es youtubeur tech, tu devrais le savoir. Bon, moi, j'ai une commande. Hein, qui fait que j'ai mon petit Dyson qui sort et qui fait le ménage. Le saviez-vous? J'avais fait un podcast en 2015. Ah bon? Ouais. Qui s'appelait Le Nouveau Podcast. Et j'ai fait qu'une émission. Mais j'ai fait un podcast en 2015. Mais t'avais commencé au tout début par les émissions tech qui étaient plus créées comme des podcasts que comme des vidéos. Ouais, c'était plus une radio. Ça s'appelait comment? Bah d'ailleurs, on avait fait la Tech Radio ensemble. Oui, Romain. oui, j'avais parlait pas tech. forcément envie de reparler de ça. Tu t'en souviens? T'avais 13 ans. Et moi 12.
T'avais participé à des podcasts, toi, Manuel, enfin, à la naissance du podcast? À la naissance du podcast, non. Moi, j'étais plutôt dans la team blogueur, donc j'écrivais. Sur MySpace? Non, sur T'as des mis ta plateformes, mixtape sur des plateformes de blog. et après, j'ai fait mon podcast à moi quand je faisais encore des vidéos YouTube, ce qui n'est plus le cas depuis longtemps. T'avais un podcast? Bah ouais, t'avais l'équivalent C'était de la l'audio. vidéo, t'avais l'audio de la vidéo en podcast. Ah. Voilà. Partisan du moindre effort. Et après, j'ai beaucoup fait de podcasts en tant qu'invité. On m'a beaucoup invité. Tu faisais des interviews. Exactement. Est-ce qu'on touche un public différent ou c'est simplement que le public nous écoute différemment mais que ça peut être le même sur une autre plateforme? Vous pensez par exemple, parce que là on a très peu de métriques, ce que les gens ne savent pas, c'est que contrairement à YouTube, on ne sait pas quel âge ont forcément nos auditeurs et autres, on le devine parce qu'on a tous les retours, que ça soit via les audios qu'on nous envoie, il y a toujours le lien dans les podcasts pour participer en posant vos questions ou autres directement en audio. N'oubliez pas que c'est toujours sponsorisé par les pompiers de Paris, ce podcast qu'on embrasse toujours très fort pour la force. On est dans Paris Centre. Mais là-dessus, avec le peu de métriques qu'on a, c'est compliqué, je trouve, de se dire quel auditeur nous écoute, quel âge ils ont, d'où est-ce qu'ils viennent. Enfin, je trouve que c'est un format et une plateforme qui reste très jeune malgré l'âge qu'ont les podcasts, en fait. Ouais, ça fait très longtemps que ça existe. Ouais. Bah, le podcast a même existé avant la vidéo. Hein. Moi, je trouve Ça s'appelait la radio. Non, Au-dessus de la platine, d'accord? Les gars se resservent au-dessus de la platine. Vraiment, ils sont confiants. Même au-delà de ça, il y avait des podcasts vidéo à l'époque. Moi, je me souviens qu'avant même de consommer des vidéos sur YouTube, je regardais les vidéos qui s'appelaient des podcasts vidéo à l'époque sur la plateforme d'Apple. Bah, Norman a fait des podcasts. Non, mais c'est différent. C'est un format qu'on appelait encore ça comme ça. Mais je me souviens de Jérôme Colombin et François Sorel. Je regardais à la base, moi, sur iTunes, c'était des podcasts vidéo à l'époque. Donc ça existe depuis très très longtemps, le format podcast. Mais t'avais aussi de l'audio. Mais qu'est-ce qui fait que ça s'est pas démocratisé autant que... Parce qu'on a l'impression, enfin moi je vous le dis les gars, j'ai l'impression de tester un truc de niche que les gens écoutent pas trop. Enfin ma mère ne sait pas où aller comme application pour écouter des podcasts. Alors qu'elle sait très bien ouvrir Facebook et avoir une vidéo Facebook. Moi, je pense que ça, c'est une idée que tu te fais, mais il y a des millions de gens qui écoutent des podcasts, en fait. Alors, certainement moins que ceux qui regardent des vidéos YouTube ou leur flux Facebook, mais les podcasts c'est un truc connu, en fait, quoi. Je crois que ça joue simplement moins sur la viralité que les autres plateformes. Donc, si tu veux aller chercher un contenu, tu peux aller le chercher, mais... Mais en fait, il n'y a aucune plateforme leader de podcast. Bah, si, je pense que Apple, Ouais. quand même. Ouais, mais il n'y a pas de forme de communauté. Tu vois pas les gens qui sont abonnés à tel ou tel podcast, t'as pas les commentaires sous les podcasts, tu peux... Enfin, Non, mais parce que je te dis, ça joue moins sur cet aspect viral, sur cet aspect... mais c'est voulu que ça ait pas évolué en ce sens. Moi, par exemple, je suis étonné que quand on écoute un podcast, on puisse pas liker un moment du podcast avec son compte. Tu sais, que t'aimes bien une phrase ou une citation ou un truc et que tu puisses pas enregistrer ce moment, quoi. à la SoundCloud. Ça viendra. Je pense que c'est vrai que les plateformes de podcast ont pas mis énormément d'innovation technologique avec le temps. Elles sont restées très sobres. Comme tu disais, on a peu d'analytics, on sait pas véritablement qui est l'audience et on a peu de data sur tout ça, etc. Mais moi, je trouve ça très bien parce que ça recentre sur le contenu. Et ça renforce l'authenticité de notre contenu. Tu fais pas du contenu en fonction de qui t'écoute. Tu fais du contenu en fonction de toi, en fait. Bah là, il y a que le fond qui compte. La forme en podcast n'existe pas, en fait. Si, quand même. Ah ouais? Bah, bien sûr. Ah, moi, je trouve pas. Le rythme, est-ce que c'est dans les conditions du direct? Est-ce que c'est une conversation comme celle-ci? Est-ce que c'est très rythmé? Est-ce que c'est juste qu'on la soigne très moins que les monté? autres. Voilà. Mais la forme compte. Je t'invite, Romain, à écouter moi le podcast que j'écoute le plus, qui s'appelle 2 heures de perdu, où ils regardent un film toutes les semaines et après ils le refont en podcast, c'est-à-dire qu'ils discutent du film chapitre par chapitre et en général ils le défoncent. Non mais c'est drôle. Ok. En général il y en a aucun qui a aimé le film. Il le démonte et c'est incroyable. Je t'invite à écouter ça si tu veux écouter des podcasts. Parce que moi j'aime bien les floodcasts, c'est ça s'appelle? Ça, je trouve ça très marrant de voir justement les gens réagir autour de la table et autres. Et puis j'ai l'impression que du coup le podcast laisse beaucoup plus place aux détails et aux futilités, mais qui rendent le contenu beaucoup plus vrai. On n'a pas envie de le travailler autant qu'une vidéo avec des cuts, avec de la dynamique et autres. Donc, ce qui fait que tu entends vraiment l'intonation de la personne, les temps de respiration. Enfin, t'as l'impression d'être plus proche des gens que t'écoutes en podcast que de regarder la vidéo.
Ouais, c'est beaucoup plus intimiste. Et puis nous, il y a plein de sujets où on se dit, bon, bah, faudrait peut-être qu'on le travaille un peu. Et en fait, on se dit au bout d'un moment, bah, si on le travaille, on le fera jamais. Oh, c'est parce qu'il y a Manuel derrière qui regarde les analytics, c'est tout. S'il faut vraiment qu'on le travaille, on le fera jamais. Donc, on en parle tel qu'on le pense, en fait. C'est-à-dire qu'on prend un sujet et on y va comme dans n'importe quelle conversation. Je pense qu'on fait ce podcast simplement parce que si on considère qu'on est la somme des personnes qui nous entourent, bah, peut-être qu'on prétend à être un petit pourcentage de l'entourage de ces gens et pourquoi pas inspirer avec nos expériences respectives. Merci les gars. Salut. La bise. Bye bye. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'air. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant?